Chicago, à l'automne 1982. Tout commence comme un geste banal. Mal de tête, on ouvre un flacon, on prend un Tylenol. Sauf que, on s'effondre. D'abord, Mary Kellerman, 12 ans, puis Adam Janus, 27 ans. Ensuite, tragédie en chaîne, son frère Stanley et sa belle-sœur Teresa, revenus du premier décès, prennent un Tylenol à leur tour et tombent. Total, 7 victimes, même scénario. Alors, la police recoupe, les médecins légistes testent et le déclic arrive. Cyanure dans des gélules de Tylenol. Donc pas un défaut d'usine, plutôt une contamination criminelle en rayon. À l'époque, on peut ouvrir un flacon, remplir des gélules piégées, revisser le bouchon, et personne ne s'en aperçoit. Du coup, Johnson & Johnson réagit en urgence. Alerte nationale à la télévision de ne pas consommer, puis rappel massif de tous les flacons. C'est un choc industriel, mais surtout un tournant de sécurité. Car dans la foulée, les entreprises et les autorités imposent ce que l'on connaît aujourd'hui. Un scellé inviolable, une bague de garantie, un film plastique et un abandon progressif des gélules au profit des comprimés, bien plus difficiles à altérer. Pendant ce temps, l'enquête cherche l'auteur. Un homme, James William Lewis, envoie une lettre d'extorsion à Johnson & Johnson. Payez et j'arrête. Il sera condamné pour extorsion, mais jamais pour les meurtres. L'empoisonneur, lui, n'a pas été identifié. D'autres pistes apparaissent, s'effondrent, et l'affaire glisse vers le non résolu. Au final, on retient deux évidences. D'une part, 7 vies fauchées par un geste quotidien. D'autre part, des règles d'emballage qui changent durablement nos armoires à pharmacie. Depuis, on déchire un film, on casse une bague, puis on ouvre. Parce qu'en 1982, à Chicago, quelqu'un a transformé une douleur ordinaire en crime public. Et que la réponse, pour une fois, a réécrit la norme pour tout le monde.